Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je fais cette vidéo pour apporter des éclaircissements importants sur plusieurs sujets. Et en l'occurrence un sujet qui intéresse tous les possesseurs d'armes, qu'ils soient tireurs sportifs ou alors tireurs du dimanche ou même chasseurs, le sujet du fameux fichier Finiada. Qui y rentre? Comment quelqu'un peut se retrouver inscrit dans le fichier Finiada? Quels sont les droits des personnes inscrites, ou plutôt quel type d'interdiction implique l'inscription au fichier Finiada? Comme d'habitude, j'ai fait quelques investigations avant de vous répondre parce que même moi je me posais beaucoup de questions. Et je pense pouvoir apporter aujourd'hui pas mal de réponses. Et vous verrez que je ferai aussi tomber quelques idées reçues sur cette question. Mais comme d'habitude, je voulais commencer par témoigner ma très grande gratitude pour toutes les personnes qui aident la chaîne, un immense merci pour tous les souscripteurs et donateurs. Effectivement, votre soutien est primordial pour faire vivre la chaîne. C'est grâce à ce soutien que je peux continuer à vous produire des vidéos. C'est pourquoi je fais un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Vous pouvez le faire avec seulement un don ponctuel ou par le biais de la souscription de la chaîne ou même en passant par Tipeee ou Paypal. Mais quelle que soit la manière, un très grand merci pour vos contributions. Ouais, sinon, juste avant de vous parler du fichier Finiada, je vais vous donner quelques infos supplémentaires par rapport à ma vidéo sur l'hypothétique interdiction des revolvers poudre noire. Déjà, un point de précision que je voulais donner, je suis totalement convaincu que Renault ou Mika sont de bonne foi lorsqu'ils annoncent une réglementation qui va arriver dans 6 mois. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est lorsqu'ils disent noir et que moi je dis blanc, c'est pas Renault, Mika ou même Paul qui disent voici ce qui va se passer par rapport à nos impressions propres. Non, non, pas du tout. Lorsque Renault et Mika disent noir, ils répètent les informations qu'ils ont récoltées auprès de personnes qui les ont renseignées. Et c'est exactement la même chose pour moi. Je me contente de répéter ce que m'ont dit les personnes que j'ai consultées à ce sujet. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne me suis pas contenté de consulter qu'une seule source. Toutes les informations que j'ai récoltées convergent dans le même sens. Il n'y a rien actuellement qui se prépare sur ce sujet. C'est pourquoi, pour moi, par rapport à ce que j'ai pu avoir comme info, Renault et Mika ont eu un mauvais renseignement de leur informateur. À mon avis, l'info qu'ils ont eue n'était pas bonne. Mais après, pas d'inquiétude, de toute façon, il n'y aura pas longtemps à attendre pour savoir qui a raison et qui se trompe. Après, autre chose, toujours au sujet des revolvers poudre noire. Au sujet du principe de ne pas vendre un revolver poudre noire à n'importe qui. Comme vous l'avez compris, je suis totalement d'accord avec ce principe, il me semble que c'est du bon sens. Il me semblait que c'était indiscutable. Bah apparemment non. Car j'ai eu plusieurs commentaires qui me disaient du style « c'est une honte de limiter ainsi nos droits et nos libertés », en disant que les revolvers poudre noire devraient rester en vente libre, totalement libre et sans aucune condition. Par contre attention, ceux qui disent ça disent en d'autres termes qu'une personne souffrant de colère chronique, ayant un tempérament violent et ayant fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, étant du coup connue par les forces de l'ordre comme dangereux, cette personne-là devrait pouvoir acheter un Remington de plus de 700 joules sans aucune restriction. Bah oui, parce que la vente totalement libre et l'absence de conditions inclut la possibilité que ces armes soient achetées par des personnes ayant de gros problèmes psychiatriques. Et oui, si on défend la vente libre à tout le monde, dans tout le monde, il y a tout le monde. Donc, tous ceux qui soutiennent la vente des revolvers totalement libres sans aucun contrôle soutiennent et acceptent que les personnes complètement dérangées puissent acheter ces armes sans difficulté. Il n'y a pas à tortiller, l'un ne va pas sans l'autre. Si on est à 100% contre toute forme de contrôle, on est à 100% pour l'accès au revolver poudre noire à tout le monde, donc aux personnes dangereuses. Il est totalement impossible d'être à 100% contre les contrôles sans avoir les conséquences en face, sinon il faudra m'expliquer comment vous faites. À chaque fois que j'ai eu des commentaires de personnes qui étaient contre toute forme de contrôle, j'ai demandé qu'ils répondent à cet argument. Comment faire pour empêcher qu'un violent psychopathe qui est Finiada d'acheter une arme à poudre noire s'il n'y a aucune condition et aucun contrôle pour l'acheter? Donc voilà, la problématique est on ne peut plus simple. Si vous prenez la vente libre totale, dites-moi pourquoi vous acceptez qu'une personne dérangée puisse facilement acheter un revolver poudre noire. Quels sont vos arguments pour défendre cette idée? Mais attention, je parle d'argumentaire par rapport à ce que je viens de dire. Pas besoin de me dire, et alors dans les cités, on fait comment pour les calaches? Je ne vous parle pas des problèmes de calage dans les cités, et en plus, dans les cités, les calaches sont interdites. La peine encourue pour la détention illégale d'une calache est jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Après, la police va pas les chercher par manque de moyens ou manque de volonté politique. Bon, là, c'est un autre débat. Moi, ce que je vous demande, c'est de poser des arguments par rapport à la vente libre de revolvers poudre noire à n'importe qui. C'est ça la question.
En plus, au sujet de la vente libre sans aucun contrôle, il n'y a pas que la problématique du violent psychopathe qui va en acheter. On a aussi le problème des gamins de 18 ans sans aucune expérience. Dites-moi comment vous gérez ça. Des jeunes qui sont totalement inexpérimentés, un petit peu foufous, peuvent acheter des revolvers poudre noire et les utiliser dans des conditions de sécurité catastrophiques. Et je sais de quoi je parle, je l'ai fait. C'était du grand n'importe quoi. Étant jeune, j'ai fait des séances de tir à la poudre noire ultra dangereuses pour moi et pour les autres. Je n'étais pourtant pas un grand débile, mais seulement un jeune un peu fougueux et surtout totalement inexpérimenté. Je vous raconte pas la cata que c'était. J'ai frôlé l'accident et risqué ma vie plusieurs fois à cause de mon inexpérience. En plus, qu'on soit bien d'accord, moi l'idée que je défends, c'est pas du tout d'empêcher l'accès aux jeunes inexpérimentés, mais juste un système un petit peu comme l'aéromodélisme avec un rapide petit examen en ligne qui mettra en avant des consignes de sécurité et qui contrôlerait par un questionnaire si vous avez bien compris les consignes. Des questions avec par exemple une photo qui montre un tireur qui tire juste à côté d'un bidon de poudre ouvert en demandant est-ce que le tireur est en toute sécurité. Au cas où la réponse est non, on demande pourquoi. Et si la réponse est oui, qu'il explique précisément pourquoi il y a un danger et qu'est-ce qui peut représenter ce danger. Voilà, juste une sorte de petite formation rapide que n'importe qui peut réussir, une formation juste pour que l'acheteur débutant puisse tirer avec un minimum de sécurité. Mais par contre, qu'on soit bien d'accord, je suis totalement contre des restrictions supplémentaires sur les poudres noires. Je veux qu'on puisse continuer à en acheter sans licence ni permis de chasse et que tout honnête citoyen puisse en acheter librement. Par contre, qu'il ne soit pas accessible aux personnes fichées comme dangereuses et que les personnes sans licence ni permis de chasse soient formées d'un minimum d'éléments sur la conduite à tenir avec ce matériel. Par rapport à la manipulation de la poudre, la portée des projectiles et 2 ou 3 choses importantes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que je demande, c'est pour éviter d'éventuels futurs drames qui amèneraient justement à une interdiction totale. Et pour enfoncer le clou, sachez que des armuriers, qui sont les principaux intéressés, qu'il n'y ait pas trop de restrictions, les armuriers eux-mêmes qui défendent leur beefsteak, j'en ai consulté quelques-uns à ce sujet, eh ben vous savez quoi ? Plusieurs d'entre eux consultent le fichier Finiada et refusent la vente d'un poudre noire en cas d'inscription. Les armuriers eux-mêmes, qui sont les principaux bénéficiaires des ventes, en font plus que ce que je réclame. Alors c'est pas tous qui font ça, mais certains, donc ils préfèrent perdre une vente plutôt que vendre à n'importe qui. Et pareil, moi je vous dis ça, mais je vends rien. Je vous parle souvent de Western Gun parce que c'est une armurerie que j'aime beaucoup, et pour moi c'est l'armurerie la plus calée pour le matériel à poudre noire, donc je suis profondément passionné. Au passage, je vous invite à faire un tour sur leur site, mais j'ai aucune commission sur les ventes. Que vous dévalisez les stocks ou qu'il n'y ait pas une seule vente suite à cette vidéo, pour moi ça ne changera rien du tout. Et du coup, vous pouvez aller faire un tour sur le site de Western Gun. Si vous voulez, vous pouvez passer par mes liens qui sont juste en dessous de la vidéo, ou alors par n'importe quel lien, c'est pas un problème. Alors voilà les petites précisions que je voulais apporter par rapport à mon opinion sur ce sujet. Mais je sais que la plupart des personnes qui ont regardé la vidéo sont d'accord avec moi, ils l'ont bien compris ce principe. Car j'ai vu tous les commentaires de soutien qu'il y avait, il y a un taux de like à plus de 97%, donc c'est clair, la grande majorité est d'accord avec cette idée. Mais j'ai quand même eu un certain nombre de personnes qui me disaient non, accès à tout le monde, sans aucune limite. Quand je pense qu'il y a des personnes qui sont révoltées parce que dans mes vidéos, en présentant un revolver poudre noire, j'ai malencontreusement le malheur de passer le doigt sur la détente, les gens ils sont offusqués, alors que le revolver est déchargé et en simple action, pas le moindre risque de percussion possible. En plus, il n'y a pas de caméraman qui est derrière la caméra, Même si un coup partait, ça ferait juste des dégâts de plâtrerie peinture. Voilà, donc il y a certaines personnes qui s'offusquent quand je passe le doigt sur la détente pendant la présentation de ma revolver. Et d'autres, complètement à l'autre bout de l'échelle, qui s'offusquent que des jeunes inexpérimentés ne puissent pas avoir accès à des revolvers ultra puissants. C'est clair qu'il y a une amplitude de perception ultra large. Maintenant, autre chose, j'ai lu dans des commentaires de nombreuses fois que la poudre noire était en catégorie C et que du coup, il fallait un permis de chasse ou une licence pour en acheter. Alors, je profite de cette vidéo pour apporter un éclaircissement à ce sujet. Non, non et non, la poudre noire n'est pas en catégorie C, elle est toujours en catégorie D. Cependant, il est parfaitement vrai que beaucoup d'armuriers demandent le permis de chasse ou la licence de tir, mais c'est un excès de zèle, ils ne devraient pas le faire. Regardez, démonstration sur le site de Western Gun. Vous allez sur la PNF2, il est indiqué clairement qu'elle est en catégorie D. Vous pouvez consulter autant d'armureries que vous voulez, vous ne la trouverez pas en catégorie C parce qu'elle n'est pas en catégorie C. Par contre, encore une fois, comme beaucoup d'armureries, elle est vendue uniquement en magasin. Mais cette fois-ci, l'explication est très simple. La poudre noire est un produit assez sensible, assez instable, et la plupart
des transporteurs refusent de la transporter. Et ceux qui disent, vu que la poudre noire est extrêmement difficile à se procurer, pas besoin de réglementation supplémentaire, ça limite déjà l'usage des revolvers par rapport à ça. Alors ça, c'est totalement faux, car même si sans licence ni permis, elle est difficile à se procurer, on la trouve quand même. Et en plus, si vous n'êtes pas trop regardant sur le prix, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Il suffit d'acheter des cartouches papier sur Naturabuy. Et vous n'aurez plus aucun problème à vous procurer de la poudre, puisqu'elle sera directement dans la cartouche papier. Donc non, la difficulté à se procurer de la poudre noire n'est pas une solution pour empêcher une personne dangereuse de pouvoir s'en procurer. Voilà, il me paraissait important d'apporter ces précisions par rapport à ma vidéo sur l'interdiction de la poudre noire. Bon, maintenant abordons le problème du Fignada. Oui, déjà, de toute évidence, beaucoup y rentrent de manière injustifiée. Après, c'est pas évident à quantifier. Parce que même pour ceux qui ont été inscrits au fichier Fignada de manière absolument injustifiée, on récolte leurs témoignages depuis leur propre justification. C'est un petit peu comme si vous écoutiez uniquement la plaidoirie de la défense avec l'avocat qui plaide la relaxe. Et si vous écoutez qu'une seule des deux parties, vous allez quasi systématiquement vous ranger du côté de la version que vous aurez entendu. Voilà, donc oui, il y a eu apparemment des abus sur l'inscription de certaines personnes dans le fichier Fignada. Mais vous dire la proportion exacte, c'est très difficile. Si c'est 0,1% ou 10%, c'est impossible à dire. Par contre, à savoir, c'est que vous pouvez vous défendre en allant au tribunal avec un avocat. Si c'est assez clair que l'inscription est abusive, vous avez toutes les chances de gagner. Bon, après, c'est la justice, donc on n'est jamais sûr à l'avance. Mais il y a eu beaucoup de cas de figure où l'inscription au Fignada a été levée après un passage au tribunal. Donc les personnes qui saisissent le tribunal, si ils ont des arguments derrière, généralement, le Fignada est levé. Maintenant, une grande question à laquelle je vais répondre, une question où on entend tout et son contraire, est-ce qu'une personne inscrite au Fignada a le droit d'acheter une arme en catégorie D? Pourquoi, comme réponse à cette question, on entend souvent dire oui, mais quasi aussi souvent dire non? Eh bien, la réponse est toute simple en fait. C'est tout simplement parce que ceux qui disent oui, les Fignada ont le droit d'acheter des catégories D, ont raison. Mais ceux qui disent les personnes inscrites au Fignada n'ont pas le droit d'acheter des catégories D, eh ben ils ont raison aussi. Bon, je vous explique. En fait, vous pouvez être inscrit au Fignada avec l'interdiction A, B et C. Mais vous pouvez être aussi inscrit au Fignada avec l'interdiction de la catégorie A, B, C, mais aussi D. Tout va dépendre de la raison de votre inscription. En fait, il y a 3 cas de figure où vous pourrez être interdit de catégorie D. Le premier cas, c'est si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui. Deuxième cas, c'est si vous avez commis des délits d'ordre public ou de sécurité des personnes. Et troisième cas de figure, c'est si vous faites l'objet d'une ordonnance de protection délivrée par un juge aux affaires familiales. Dans ces 3 cas de figure, les armes de toute catégorie sont saisies, catégorie D inclus. Et pendant 5 ans, vous n'aurez pas le droit d'en acheter, même de la catégorie D. Par contre, vous serez interdit uniquement de catégorie A, B et C si votre inscription au Fignada est effectuée parce que vous avez été condamné pour l'une des 49 infractions énumérées par l'article L. 312-3 du Code de la sécurité intérieure. Ou alors, lorsque votre comportement laisse craindre l'utilisation dangereuse pour vous-même ou pour autrui, cette mention est presque identique à celle qui ne donne pas accès à la catégorie D, sauf par rapport à l'état de santé en fait. Ici, c'est pas mentionné. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu ambigu. Après, ok, les 49 infractions énumérées par l'article L. 312-3, c'est quand même assez musclé. Puisqu'on a des trucs comme torture, acte de barbarie ou viol et agression sexuelle, même si à l'intérieur on a des choses beaucoup moins tranchées comme destruction, dégradation ou détérioration de biens, ou encore menaces et atteintes aux personnes, qui peuvent être sujets à interprétation. Il reste malgré tout le principe de votre comportement qui laisserait craindre une utilisation dangereuse pour vous-même ou pour autrui. Oui, là-dedans, on peut y mettre beaucoup de choses, c'est presque un chèque en blanc. Par contre, lorsqu'une personne est inscrite au fichier Fignada, avec l'interdiction de toutes les catégories, il relève de sa responsabilité de respecter l'interdiction pour la catégorie D. Car autant pour la catégorie B comme la catégorie C, il ne pourra pas y accéder, en tout cas pas légalement, car il lui faudra une licence ou un permis de chasse valide, ce qu'il ne peut pas avoir s'il est Fignada. Mais pour la catégorie D, il lui faut seulement une pièce d'identité, même si certains armuriers consultent le Fignada pour un revolver PN, ils ne le font pas tous. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup d'armuriers qui le fassent pour un airgun en CO2 ou PCP.
Surtout que, sauf erreur, il me semble que les catégories D peuvent se revendre de particulier à particulier, donc il n'y a pas de traçabilité, quoi. Sans compter que la personne inscrite peut se le faire acheter par un de ses proches. C'est pour ça que c'est bien la personne inscrite au fichier FINADA qui doit faire en sorte de respecter l'interdiction de la catégorie D. Et dernier point très intéressant que je voulais aborder, je voulais faire tomber un mythe, une sacrée idée reçue. C'est à propos de la saisie des armes. Déjà, elles peuvent être confisquées pour une durée de 2 ans maximum. Après ça, si la justice considère qu'elles peuvent être restituées à son propriétaire, le propriétaire récupère toutes ses armes. Mais chose très importante, quoi qu'il en soit, le propriétaire en est toujours propriétaire. Qu'on lui rende ses armes ou pas, ça reste sa propriété. La justice en aucun cas peut dire « fuck, maintenant c'est à nous ». Absolument pas, ça c'est pas possible. Si après le jugement, la justice considère qu'elles ne peuvent pas être restituées au propriétaire, elles sont vendues aux enchères et le produit net de la vente bénéficie à 100% au propriétaire. Et pas du tout à l'État comme beaucoup le disent. Ne me croyez pas sur parole, allez vérifier par vous-même sur l'article L312-9 du Code de la sécurité intérieure. Vous verrez, tout est écrit noir sur blanc. Et puis du coup, je me suis intéressé un petit peu aux enchères pour voir un petit peu le prix de vente des armes. Effectivement, c'est pas là qu'elles sont vendues le plus cher, mais elles sont loin d'être données. Peut-être 10 ou 15% moins cher que sur le marché de l'occasion classique. Par contre, oui, il faut pas oublier d'enlever les 10% de frais du commissaire-priseur. Mais dans tous les cas, le propriétaire récupère au minimum 70 à 80% de la valeur des armes qui lui ont été saisies. Voilà, donc l'idée reçue comme quoi ils m'ont piqué toutes mes armes, ils vont se faire un bénéfice dessus, ça c'est carrément une connerie. Et certains disent ils vont tout détruire, non, ça c'est complètement faux. Hein. Donc ils les vendent aux enchères et ils restituent les bénéfices au propriétaire. Après c'est sûr que si tu as une dette de 20 000 € envers l'État et que le produit de la vente de tes armes représente 5 000 €, tu verras pas un copec. Hein. Mais dire que la saisie des armes par la destruction ou que la vente profite à l'État est totalement faux. J'espère que j'ai pu apporter plein de réponses. Si vous avez des réflexions à faire ou des avis contradictoires, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Mais en toute bienveillance, bien sûr. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour, plein d'autres vidéos. Allez, salut les amis!